L'humérus, on commence par la définition. L'humérus est l'os unique du bras, long et pair. Il s'articule en haut avec la scapula, en bas avec les deux os de la membrane, à savoir ulna et radius. L'humérus présente une diaphyse et deux épiphyses, distale et proximale. Voyez bien. Une épiphyse proximale, une épiphyse distale. Là, c'est l'os isolé. Nous avons l'épiphyse proximale, l'épiphyse distale qui est en bas, et nous avons le corps de l'os qui est la diaphyse. La diaphyse de l'humérus est triangulaire à la coupe. C'est-à-dire, si on fait une coupe horizontale au niveau de la partie moyenne de l'os, au niveau de la diaphyse, la forme est triangulaire et alors on lui décrit trois faces. Une face antéro-médiale, regardez bien, médiale c'est-à-dire interne, une face antéromédiale, une face antéro-latérale ou externe et une face postérieure. Et trois bords, un bord antérieur et deux bords latéraux. La face antérolatérale est marquée par la tubérosité deltoïdienne ou V deltoïdien. On va ici. Ici, donc, il y a c'est le V deltoïdien où se termine le muscle deltoïde sur l'humérus. C'est un muscle de l'épaule, mais il se termine au niveau de la diaphyse humérale. Sur laquelle s'insère le muscle deltoïde et à sa partie inférieure s'insère le muscle brachial antérieur. La face antéromédiale, en dedans, elle porte à sa partie supérieure une crête qui est le prolongement du tubercule mineur et qui donne insertion médialement au muscle grand rond et latéralement au muscle grand dorsal. Sa partie moyenne porte le foramen nourricier. C'est le trou nourricier par lequel pénètre l'artère humérale, un rameau de l'artère de l'humérus pour le nourrir. On retrouve l'insertion du muscle coracobrachial. C'est un muscle qui s'insère de l'apophyse ou du processus coracoïde vers le brachial, le bras, c'est-à-dire l'humérus. Et à sa partie inférieure s'insère le muscle brachial. La face postérieure, elle présente le sillon du nerf radial, oblique en bas et latéralement. Le nerf radial chemine directement au contact de l'os, ce qui, donc, montre que les fractures de l'humérus sont fréquentes à ce niveau, surtout, et très variées. Elles peuvent léser les nerfs radiales au niveau de la face postérieure, le nerf axillaire et le nerf unaire. Au-dessus donc du sillon du nerf radial s'insère le chef latéral du muscle triceps brachial. En dessous s'insère le chef médial du muscle triceps brachial. Les bords, voici un schéma qui montre une coupe horizontale de l'humérus. Regardez, comme j'ai dit, que l'humérus est triangulaire à la coupe. Il présente un bord antérieur et deux bords latéraux.
Donc, une face antéromédiale, une face antérolatérale et une face postérieure. Donc, le bord antérieur, il est en avant. En haut, il correspond à une crête qui prolonge le tubercule majeur. Regardez ici le tubercule majeur qui prolonge le bord antérieur et sur laquelle cette crête s'insère le muscle grand pectoral. En bas, il reçoit l'insertion du muscle brachial. Le bord latéral, c'est à ce niveau. Voilà, le bord latéral. En dessous du nerf radial, on retrouve les insertions suivantes. Le septum intermusculaire ou cloison intermusculaire. Regardez bien. Regardez, c'est ça le septum intermusculaire. C'est la cloison intermusculaire. En dessous, regardez ici la face postérieure, c'est le sillon du nerf radial. Le sillon du nerf radial. Muscle brachio-radial, muscle long extenseur radial du carpe. Le bord médial, il se caractérise, il se prolonge en bas par la crête supracondylienne. Médial. La crête supracondylienne médiane. Il donne insertion au septum intermusculaire interne. Il donne ce bord médial aussi, donne attache à la cloison intermusculaire interne. Ici, regardez, vous avez une coupe horizontale de l'humérus avec ses deux loges, une coupe au niveau du bras, la partie moyenne du bras, qui montre la forme à la coupe de l'humérus, qui est triangulaire, avec un bord antérieur, deux bords latéraux, médial et latéral, ainsi que les loges du bras, une loge antérieure et une loge postérieure, les loges musculaires. Les épiphyses. Nous avons l'extrémité proximale. Elle est volumineuse, elle comprend le col chirurgical, le col anatomique et qui est constitué de 3 saillies. La tête humérale, le tubercule majeur anciennement appelé trochiter, le tubercule mineur anciennement appelé troca. Alors, je m'explique. L'extrémité proximale ou épiphyse proximale supérieure présente un col anatomique qui sépare la tête humérale des deux tubérosités. Présente un col chirurgical ici, un col chirurgical qui sépare l'épiphyse proximale du corps de l'humérus. Nous avons aussi la tête humérale présente une saillie majeure qui est le trochiter et une saillie mineure qui est le troca. Voilà, tubercule mineur. Le col chirurgical, comme je l'ai montré, est l'union de l'épiphyse proximale et la diaphyse. Le col chirurgical, donc c'est une région de passage entre l'épiphyse proximale et le corps. Donc, je répète, c'est l'union de l'épiphyse proximale et de la diaphyse. Sa face postérieure est en contact avec le nerf axillaire. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que les fractures sont fréquentes, surtout du nerf axillaire, et les vaisseaux circonflexes
postérieure. Nous avons la tête humérale. La tête humérale est une saillie articulaire. Elle correspond au tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde médialement en haut et légèrement en arrière. Pourquoi elle regarde en arrière? Parce qu'elle doit s'articuler avec la scapula qui est en arrière. Automatiquement, sa direction doit être vers l'arrière. Son axe d'orientation forme avec la horizontale un angle de 45 degrés et avec l'axe de la diaphyse un angle de 130 degrés. L'angle d'inclinaison, donc regardez ici le schéma. Voilà, ce schéma qui montre donc l'angle d'inclinaison. Donc regardez, 45 degrés, l'axe qui passe par la tête et l'horizontale, et 130 degrés. 130 degrés, c'est avec l'axe de la diaphyse. L'angle d'inclinaison, avec le grand axe de l'épiphyse distale, un angle ouvert médialement et en arrière de 20 degrés, l'angle de déclinaison. Là, c'est l'angle d'inclinaison et l'angle d'inclinaison. Deuxième, c'est le col anatomique. Il est là, l'angle anatomique? Pardon, le col anatomique est là. Nous avons dit que le col anatomique sépare la tête humérale des deux tubérosités. Discret rétrécissement. C'est un discret rétrécissement, regardez, c'est un léger rétrécissement. Il sépare la tête humérale des deux tubercules. Il est situé dans un plan faisant avec l'horizontale un angle de 40 degrés, ouvert latéralement. Il donne insertion à la capsule articulaire, vous allez voir avec les articulations, et en avant des ligaments gléno-huméraux. Le tubercule majeur, c'est une grosse saillie latérale. Regardez, le tubercule majeur, c'est une grosse saillie latérale. Il se prolonge en bas et en avant par la crête du tubercule majeur. Il donne insertion sur sa face supérieure au muscle supraépineux, c'est un muscle de l'épaule, et au faisceau latéral du ligament coraco-huméral, coraco de l'apophyse coracoïde vers l'humérus, sur sa face postérieure au muscle infraépineux et le petit rond. Tubercule mineur, regardez. Regardez, tubercule mineur. Tubercule mineur aussi, c'est une petite saillie. Il se prolonge en bas par la crête du tubercule mineur. Il donne insertion en muscle suprascapulaire et sur son bord supérieur au faisceau médial du ligament coraco-huméral. Et là, nous avons un espace entre les deux saillies, entre le tubercule majeur et le tubercule mineur. Il s'appelle le sillon intertuberculaire. Sur ses lèvres, c'est-à-dire sur ses lèvres, sur ces deux bords, s'insère le ligament huméral transverse. Donc, il y a un ligament huméral transverse, donc dans l'horizontale, comme ça, dans ce sens. Et il est parcouru, ce sillon libre passage au long chef du biceps brachial entouré d'une gaine synoviale. Des rameaux articulaires
vasculaire et nerveux. Nous avons vu toutes les parties de l'épiphyse proximale. Nous allons voir l'extrémité distale ou l'épiphyse. Voilà, regardez bien. Nous avons bien sûr un beau schéma. L'épiphyse distale, elle est aplatie par rapport à la tête humérale qui est arrondie. Elle est aplatie d'avant en arrière. Elle est aplatie d'avant et recourbée légèrement en avant. Elle est en avant. Elle présente le condyle huméral. Regardez. Le condyle huméral et les épicondyles. Les épicondyles, ce sont des surfaces para-articulaires, non articulaires. Là, cette partie, elle est articulaire en bleu, mais là, ce sont des surfaces para-articulaires. Le condyle huméral. Tout ça, le condyle huméral, regardez, quand même, il y a plusieurs surfaces articulaires. Regardez, en dehors, il y a le capitulum, il y a la zone conoïde, et plus en dedans, nous avons la trochlée. Alors, le condyle huméral, c'est une saillie articulaire. Il comprend le capitulum, la trochlée et une zone intermédiaire capitulo-trochléaire. Le capitulum huméral, regardez, est une saillie semi-sphérique. Elle n'est pas tout à fait arrondie, semi-sphérique, antérieure et latérale. Elle est en dehors et latérale. Il répond à la fossette articulaire radiale. Donc là, cette partie, elle est articulaire avec la tête radiale et surmontée par la fosse radiale. La trochlée humérale, regardez, en dedans, la trochlée humérale en forme de poulie s'enroule autour du bord inférieur de l'épiphyse. Elle présente deux versants, médial et latéral, séparés par une gorge. Regardez la gorge de la trochlée à trajet spiroïde. Le versant médial interne est le plus large et le plus saillant. Regardez ici, il est plus large et plus saillant. Elle répond, cette trochlée, à l'incisure trochléaire de Una. Donc, la trochlée s'articule avec Una, capitulum s'articule avec radius. Elle est surmontée en avant par la fosse coronoïdienne, en avant, en arrière, regardez ici, la fosse olecrânienne. Je m'explique. Là, la fosse olecrânienne, quand l'articulation est en extension, il y a l'olecrâne qui bute ici, dans la fossette olecrânienne. Et dans la flexion, le processus coronoïde bute ici, se met au contact de la fossette ou bien la fosse coronoïdienne. Sur le pourtour, bien sûr, s'insère la capsule. Le radius, on passe au radius, et le radius est l'os latéral de l'avant-bras. Il est en dehors, regardez ici, regardez en rouge. Il s'articule en haut avec Una et le capitulum huméral.
et en bas avec ulna et les condyles carpiens. Il présente comme tout os long une diaphyse et deux épiphyses. Une diaphyse, regardez, et deux épiphyses. La diaphyse, elle est concave médialement. Regardez, elle est bien concave et vers l'avant. Elle est cylindrique et rétrécie sur sa partie haute. Elle est cylindrique au niveau du col. Elle est cylindrique dans sa partie haute. Elle devient triangulaire, puis quadrangulaire vers le bas. Et on lui décrit trois faces et un bord principal. La face antérieure, qui donne insertion musculaire de l'avant-bras. La face postérieure et la face latérale en dehors. Très bien. Donc, et le bord médial. Nous avons, je répète, le bord médial, il est appelé bord interosseux. C'est il est uni à una par la membrane interosseuse. Oui, donc, à sa partie, le bord médial, à sa partie supérieure, on retrouve une saillie ovoïde à grand axe vertical, la tubérosité du radius. Là où se termine le biceps. Regardez ici, la tubérosité radiale du radius qui donne donc insertion du biceps brachial. Où s'insère le muscle du biceps brachial. À sa partie moyenne se retrouve un tubercule qui donne attache à la membrane interosseuse. À la partie basse, le bord médial se bifurque pour délimiter la face médiale de l'épiphyse inférieure. Regardez. Voilà, non, on ne peut pas le voir ici. La face latérale. L'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale. Le coup, le schéma. Oui, très bien. Là, c'est une photo prise d'une maquette au niveau du laboratoire. Regardez ici le radius. Et là, c'est un schéma. L'épiphyse proximale comprend la tête, le col et la tubérosité radiale. Le col, la tête et la tubérosité radiale. La tête, c'est un segment de cylindre. Regardez ici la tête en bleu. C'est un segment de cylindre. Elle est sur une coupe horizontale ovalaire à grosse extrémité médiale. Elle présente la surface, la circonférence articulaire radiale. Là, on la voit sur une vue. Donc, regardez la circonférence articulaire radiale. Partie périphérique de la tête radiale. Regardez, c'est la partie périphérique. Elle est moins haute latéralement. Elle répond à l'incisure radiale et au ligament annulaire du radius. Donc, l'incisure radiale de una. Donc, regardez, elle s'articule avec una en dedans dans la pronosupination. La fossette radiale, là, cette vue, face supérieure de la tête, elle est régulièrement excavée. Oui, elle est bien excavée. Elle répond au capitulum, donc elle s'articule avec le capitulum huméral et par son rebord médial à la zone, à cette partie, à la zone capitulo-trochléaire. Le col.
Le col, c'est une partie rétrécie. Il donne insertion en muscle supinateur, sauf sur sa face médiale. La tubérosité radiale, c'est une saillie antéromédiale. Regardez, numéro 8, située sous le col. Sa moitié postérieure donne insertion au muscle biceps brachial. Regardez. Sa moitié antérieure répond à la bourse synoviale ou bien à la capsule. L'épiphyse distale. Schéma. Regardez l'épiphyse distale du radius volumineuse par rapport à l'épiphyse proximale et quadrangulaire. Regardez, quatre côtés. Elle présente 5 faces. Une face antérieure, légèrement excavée, donne insertion au muscle carré pronateur. Une face latérale, voilà, la latérale, une face latérale. Là, c'est la face médiale. Latérale, une face antérieure latérale. Prolongée en bas par le processus styloïde. Regardez, la face latérale elle se prolonge en bas par le processus styloïde, cette pointe, et présente 2 sillons longitudinaux. Regardez, présente 2 sillons, des sillons antérieurs et le sillon postérieur, qui sont donc où passent les tendons des muscles de l'avant-bras, tendons donc postérieurs et latéraux. Nous avons dans le sillon le processus styloïde. Regardez, le processus styloïde est sous-cutané. On le sent, on le palpe sous la peau, est situé à environ à 1 cm au-dessous du processus styloïde ulnaire. Donc, le processus styloïde radial est plus bas situé que le processus styloïde ulnaire. La face dorsale de l'épiphyse distale, la face dorsale présente 2 sillons aussi verticaux. Nous avons aussi, là, je vous montre sur une coupe. Là, c'est une vue inférieure. Et là c'est une vue postéromédiale. Là, c'est la face médiale, face latérale. Donc, nous avons une coupe ici, la vue inférieure du radius. La face médiale, qu'est-ce que vous remarquez sur la face médiale? Ici. La face médiale est triangulaire et concave sagittalement. Sur sa partie supérieure s'insère le muscle carré pronateur, ici. Sur sa partie inférieure, regardez, il y a une surface articulaire. C'est la surface articulaire, l'incisure unaire radiale de une. Donc, l'incisure unaire où s'articule una. La face inférieure, regardez, elle est bien visible, la face inférieure. Surface articulaire carpienne. Donc, la face inférieure est au contact du carpe. Et donc, elle est excavée. Elle est divisée en 2 parties. Regardez,
deux parties, une partie latérale, une partie médiale. La partie médiale, regardez, elle est quadrilatère, répond au lunatome. La partie latérale, triangulaire au scaphoïde. Pour le radius, le point d'ossification primaire est destiné à la diaphyse, 40e jour in utero, et 3 points secondaires à la tubérosité radiale, la tête articulaire et l'épiphyse distale. Bien sûr, si on peut palper la tête du radius peut être palpée à la face postérieure du cou, dans la fossette olecrânienne, oui, latérale, surtout quand le coude est étendu, en extension. Elle est mieux repérer cette tête radiale pendant la pronation et la supination. Quand vous faites l'articulation, le corps du radius peut être identifié dans sa moitié inférieure, mais on peut le toucher. Le processus styloïde radial est palpable dans le fond de la tabatière anatomique entre les tendons extenseurs du pouce. Je vous remercie.